Au moment où les policiers décident de chausser leur arme et de tirer, à ce moment-là, le véhicule était à l'arrêt et derrière un bus bloqué par la circulation. Les témoignages que nous avons, notamment des passagers et qui sont apparus dans les médias, indiquent bien qu'il n'y a pas eu d'atteinte à l'intégrité physique ou à la vie des policiers qui étaient présents. Lorsqu'il y a un délit de fuite, la consigne est de laisser le passager prendre la fuite parce qu'il y a des possibilités de l'interpeller. Plus tard, il existe de multiples façons, avec des actes d'enquête, de retrouver les personnes sans mettre en danger la vie d'autrui ou la vie des passagers. Il y avait 1000 autres possibilités, 1000 autres actes d'enquête à faire sans tirer. Vous savez, on est un petit peu comme dans James Bond avec le permis de tuer. C'est un petit peu ça. Un mort et un blessé grave, un contrôle de police a viré au drame samedi 4 juin dans le 18e arrondissement de Paris. Selon une source policière, des policiers auraient remarqué un véhicule dans lequel un des 4 occupants ne portait pas de ceinture de sécurité. Ils auraient alors décidé de procéder à un contrôle et le véhicule aurait pris la fuite à vive allure et foncé sur un équipage de policiers à vélo. Plusieurs policiers auraient alors fait usage de leurs armes, blessant gravement le conducteur et la passagère avant, dont la mort a été annoncée dimanche soir. Selon RTL, la version d'un passager arrière de la voiture est bien différente. Il raconte que le conducteur, sans permis, n'a pas foncé sur les policiers mais les a ignorés. 3 policiers ont été placés à garde à vue dimanche 5 juin par l'IGPN. Cette nouvelle affaire de violence policière a provoqué la colère de Jean-Luc Mélenchon qui a déclaré sur Twitter « La police tue ». Elle tue. Ça, c'est un fait, c'est objectif. Elle tue. Le seul problème, c'est de savoir si elle a le droit ou pas. Si un policier, effectivement, voit une voiture qui fonce sur lui et qu'il ne peut l'arrêter qu'en tirant, on peut parler de légitime défense. Tout le problème est de savoir si, effectivement, la voiture s'en allait. Si, effectivement, ils étaient directement menacés dans leur vie, ça, je ne vous dirai rien là-dessus, parce que je n'ai pas d'éléments. J'ai des éléments contradictoires. Oui, bien sûr, la police tue, parole de juriste. Fin du débat. La loi du 28 février 2017, relative à la sécurité publique, précise que les policiers et gendarmes ne peuvent faire usage de leurs armes dans l'exercice de leurs fonctions qu'en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. La vraie question est donc de savoir si la riposte utilisée pour se défendre est un cas de légitime défense et si elle est proportionnée. C'est la question que nous posons à Maître Ibrahim Chalabi. Bonjour Maître. Bonjour. Vous êtes l'avocat. Vous êtes l'un des avocats du conducteur qui a été grièvement blessé par les tirs de la police. Vous avez décidé de porter plainte contre X. On l'a évoqué, les versions diffèrent, comme toujours, dans les affaires de violence policière. Que s'est-il vraiment passé samedi 4 juin ? Alors, avant de rentrer très rapidement dans les faits, j'indique simplement que je suis conjointement désigné pour la défense des intérêts de monsieur avec mon confrère Louis Storr. Ça, c'est une première chose. S'agissant des faits, évidemment, je ne pourrais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a encore une enquête. Là, c'est même une instruction qui est en cours. Autrement dit, c'est un juge d'instruction qui est désigné pour continuer l'enquête qu'a menée le procureur de la République. Ce qui s'est passé, pour l'instant, on ne le sait pas. On a des témoignages divergents. On a les témoignages des policiers qui indiquent qu'ils ont senti un risque, un danger pour leur vie ou leur intégrité physique. Ce n'est pas ce qui ressort des autres témoignages, notamment des passagers. Voilà l'état des choses actuellement. L'enquête reste à faire, en tout cas l'instruction, avec tout ce qui va s'en suivre, les différentes expertises, c'est-à-dire l'expertise balistique et pyrotechnie, l'expertise de l'automobile, etc., etc. On avait reçu Amel Bentounsi, que vous connaissez bien, qui est la membre fondatrice du collectif Urgence Police, Notre Police Assassine. Elle pointait cet article L 435-1, qui est cette loi de 2017 dont je viens de parler, et elle désigne cet article comme un permis de tuer. C'est ce que vous pensez aussi ? C'est cette loi qui est problématique. C'est totalement ce que je pense. Vous savez, on est un petit peu comme dans James Bond avec le permis de tuer. C'est un petit peu ça. Alors, les policiers et les gendarmes, à mon sens, l'interprètent comme un permis de tuer, comme une possibilité de tuer. Parce qu'effectivement, il faut bien partir d'un postulat très simple. C'est que la manière dont réagit une balle dans un corps humain est totalement imprévisible et que l'on ne peut pas tirer en espérant simplement blesser. C'est impossible. Lorsque l'on veut simplement blesser, on utilise des forces que l'on appelle des armes que l'on appelle des armes de force intermédiaire, qui sont les tirs de LBD, les tonfas, les matraques télescopiques, les gaz lacrymogènes. Voilà. Ça, c'est pour blesser. Quand on veut tuer, en tout cas quand on a la certitude qu'il y a un risque réel de tuer une personne, on utilise son arme à feu.
On ne peut pas l'utiliser simplement pour blesser. Et donc, effectivement, lorsque les policiers se targuent de l'application de l'article L435-1 du Code de la sécurité intérieure, en disant « oui, j'ai fait application parce que je me suis senti en danger » ou alors parce que autrui était en danger. Là, c'est exactement dans la considération que sont les policiers, c'est-à-dire j'ai le droit de tuer, j'ai le droit de tirer, donc j'ai le droit de tuer. Et on est bien là dans le permis de tuer que j'évoquais tout à l'heure. Donc là, en l'espèce, vous contestez le fait que le conducteur visait les policiers avec ce véhicule, parce qu'on entend les syndicats de policiers qui désignent le véhicule comme étant une arme par destination. Alors, c'est bien une arme par destination. Juridiquement, c'est exact. Maintenant, les témoignages que nous avons, notamment des passagers, et qui sont apparus dans les médias, indiquent bien qu'il n'y a pas eu d'atteinte à l'intégrité physique ou à la vie des policiers qui étaient présents. Tout simplement parce qu'au moment, en tout cas c'est ce qui ressort des témoignages, au moment où les policiers décident de chausser leur arme et de tirer, à ce moment-là, le véhicule était à l'arrêt et derrière un bus bloqué par la circulation à un moment où il y avait des bouchons en plein Paris. Donc il ne pouvait pas prendre la fuite. Et quand bien même il pouvait prendre la fuite, quand bien même. Vous savez, il y a des formateurs qui vous indiquent que le refus d'obtempérer à une consigne de police et de prendre la fuite n'est jamais considéré comme une situation dangereuse, sauf circonstances particulières ou s'ajoutant en plus au délit de fuite. Ça signifie une chose, ça signifie que lorsqu'il y a un délit de fuite, la consigne est de laisser le passager prendre la fuite parce qu'il y a des possibilités de l'interpeller plus tard, soit en appelant le centre de commandement, soit en prenant la plaque, par exemple, pour savoir qui est le propriétaire du véhicule, l'interroger, le convoquer et savoir qui était présent, ou en utilisant les caméras de vidéosurveillance. Il existe de multiples façons, avec des actes d'enquête, de retrouver les personnes sans mettre en danger la vie d'autrui ou la vie des passagers. Alors comment on fait pour articuler justement cet article L435-1 du Code de la sécurité intérieure qui permet aux fonctionnaires de police de riposter avec leurs armes s'ils sentent un danger. En l'occurrence, vous l'avez dit, il s'agissait d'un refus d'obtempérer qu'on peut assimiler à un délit de fuite. Et dans le même temps, la législation dit, dans ce cas précis de délit de fuite, vous devez laisser partir le véhicule. Alors comment on fait pour articuler ces deux lois ? Le texte du Code de la sécurité intérieure est beaucoup plus restrictif que ce que vous avez mentionné. Il ne s'agit pas de danger. Le terme danger n'apparaît jamais. Il y a plusieurs conditions qui apparaissent dans le texte. C'est le fait qu'il faille absolument que l'acte de riposte soit nécessaire. Le second, c'est qu'il soit strictement proportionné. Et enfin, on ne parle pas de danger, on parle d'atteinte à l'intégrité physique, d'accord ? Et d'atteinte à la vie. Soit des policiers ou des gendarmes, parce que cet article concerne à la fois les policiers et les gendarmes, soit l'atteinte à l'intégrité physique d'autrui. Donc on n'est pas sur le danger, on est bien au-delà. Il faut qu'il y ait eu une atteinte. Donc il faut que l'atteinte soit effective. Et au-delà de ça, l'article vous pose, s'agissant de la contrainte à obliger un véhicule à s'arrêter, on vous pose une autre condition, c'est celle de la double sommation. Ça ne ressort pas, en tout cas pas à ma connaissance pour l'instant, des témoignages qui ont pu être publiés et prononcés dans les différents médias. Vous avez décidé de porter plainte contre X. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Pour l'instant, il ne s'agit pas de déposer plainte contre X, il s'agit de se joindre à l'information judiciaire qui a été ouverte, puisque l'information judiciaire a été ouverte pour les faits qui sont survenus. Alors je ne sais pas aujourd'hui si les policiers ont été mis en examen. Pour l'instant, je n'en ai pas connaissance. Ça, nous le saurons dans la journée. Et donc, nous allons nous constituer partie civile en revanche et présenter cette constitution de partie civile au juge d'instruction avec mon confrère Thor. D'accord, donc dans cette affaire, comme dans celle du Pont-Neuf, comme dans d'autres affaires, ce qui est vraiment problématique, c'est cette loi de 2017, cet article L435-1 du Code de la sécurité intérieure. Est-ce que c'est une question que j'avais posée à Amel, je vous la pose aussi à vous, est-ce que des juristes de concert avec des parlementaires se mettent d'accord pour demander l'abrogation de cette loi ? Est-ce que vous militez aussi dans ce sens ? Non, je milite évidemment en ce sens parce que on a de plus en plus d'événements qui se ressemblent, c'est-à-dire des policiers qui pensent, comme je le disais tout à l'heure, qu'ils disposent d'un permis de tuer sous prétexte qu'il y a à un moment un faible risque pour leur vie ou la vie d'autrui. Là, le risque n'est même pas avéré. Moi, je vous ai parlé tout à l'heure qu'il fallait une atteinte. Là, il n'y a même pas de risque en l'espèce. La voiture était à l'arrêt. Cet article-là est très largement surinterprété s'agissant des pouvoirs qu'il confère aux autorités de police, qu'il s'agisse des policiers eux-mêmes ou des gendarmes. Donc c'est effectivement un article qui pose problème, qui confère des pouvoirs disproportionnés, quand bien même son encadrement est très strict,
parce que la loi pénale est d'interprétation stricte et cet article-là encadre très strictement l'application et l'usage de l'arme à feu, qui doit être encore une fois absolument nécessaire et strictement proportionné. Ce sont des termes assez forts pour indiquer que cela ne doit apparaître, et en tout cas les armes ne doivent être utilisées qu'en cas de stricte nécessité, c'est-à-dire quand il n'y a rien d'autre à faire que ceci, que dégainer son arme, la chausser et tirer. En l'espèce, et c'est ce que je disais tout à l'heure, encore une fois, il y avait 1000 autres possibilités, 1000 autres actes d'enquête à faire sans tirer. Là, encore une fois, et je vais rajouter un élément qui me semble très important à la lecture du dossier. J'ai eu beaucoup d'affaires, moi, vous savez, de violences policières. Et j'ai eu une affaire qui est l'affaire Shenva, où effectivement, on a eu un cas similaire avec un policier qui a décidé de poursuivre seul sur scooter un individu qui lui a tiré dessus et qui l'a tué. Ce qui ressort en réalité, c'est qu'il est nécessaire dans ce cas de figure, lorsque les policiers tirent, de toujours faire un tir qu'on appelle fichant. Fichant, c'est-à-dire dirigé vers le sol, pour éviter justement les dommages collatéraux. Ici, ça n'apparaît pas, parce qu'une personne est décédée d'une balle dans la tête. Donc on a, je le crois en tout cas, dans tous les stades, dans tous les stades au moment où les policiers ont décidé d'interpeller jusqu'au moment où ils ont décidé de tirer, une méconnaissance des obligations qu'ils avaient et un défaut de diligence et surtout de discernement dans leur manière d'agir. Oui, surtout que cette intervention a eu lieu à 11h, c'est ça, à Paris, à un moment où les rues étaient bondées. Dans une note du mois de juillet 2017, l'IGPN indiquait que le nombre de tirs par les policiers a cru de 50% par rapport à l'année précédente, c'est-à-dire vraiment dans le semestre qui a suivi la promulgation de cette loi. Alors, très rapidement, parce que je le dis à nos auditeurs et à ceux qui nous regardent, vous êtes attendus pour une conférence de presse, donc c'est vraiment un entretien assez exclusif que vous nous offrez en fait ici. Alors, j'ai perdu du coup le fil de ma pensée. Si, voilà, ça revient. On a entendu beaucoup de choses, beaucoup de propos aussi calomnieux à l'encontre du conducteur et même de la défunte. C'est peut-être l'occasion ici d'essayer de restaurer un petit peu leur honneur. Alors, celle qui va restaurer l'honneur à la fois de mon client, de notre client, mais aussi de la défunte, c'est la justice elle-même. Moi, je ne participe pas à ce jeu un peu vil qui consiste à déshonorer et à salir le passif, le passé judiciaire ou social des personnes pour accroître la crédibilité de la version policière dès le début, du stade de l'enquête et s'accaparer un petit peu l'opinion publique. Je le comprends d'autant moins, ce jeu-là, lorsque une personne est décédée et qu'on décide de salir son passif, de grossir ses traits les plus négatifs, de les fantasmer, voire même de les imaginer. Est-ce que ça arrive que les avocats, dans ce cadre d'affaires de violence policière, on le disait, les versions se contredisent et on salit beaucoup, effectivement, l'histoire, le passé des personnes qui sont, on va dire, incriminées dans ce genre d'affaires? Est-ce que ça vous arrive de porter plainte pour diffamation contre les fonctionnaires de police? Est-ce que c'est une pratique Moi, ça ne ça ne m'est jamais arrivé, mais tout simplement parce que pour l'instant, il n'y a pas de diffamation. Il y a des fuites. Dans d'autres affaires. Non, mais il y a des fuites de sources policières. On ne sait pas de qui elles émanent. On ne sait pas qui a divulgué ces informations qui, de toute manière, sont erronées. Ce que l'on peut faire, et ce qu'il y a de mieux à faire, en tout cas à mon sens, c'est d'attendre ce qu'auraient dû faire aussi les autres parties, sans avoir à prononcer un discours particulièrement affligeant, sale, détestable sur la personnalité, sur le passif des autres. Là, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est d'attendre que l'instruction se fasse, que la vérité se fasse et qu'elle éclate au grand jour avec un procès. Très bien, Maître Chalabi, est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose sur cette affaire de violence policière ou même une autre avant que vous partiez? Le dernier point que j'aimerais évoquer, c'est le nombre de tirs qui a été évoqué par les médias, important, effectivement. Qui était de 9. 9, c'est juste énorme. C'est-à-dire que 9, nous ne sommes pas dans le cadre d'une riposte. En face, il y avait des personnes qui sortaient d'une fête. Nous ne sommes pas face à des personnes armées, nous ne sommes pas face à des personnes habituées à de la criminalité organisée, nous ne sommes pas face à des personnes qui étaient armées de quelque manière que ce soit. Nous étions face à des personnes qui souhaitaient simplement sortir de leur fête, se reposer, retourner chez eux. Il y avait, à mon sens, presque une zone de guerre, vu le nombre de tirs.
une zone de guerre, en tout cas des tirs qui n'étaient absolument pas justifiés par le contexte. Et ce nombre-là, on dit très long sur le discernement des policiers qui ont agi à ce moment-là. Et ce nombre de tirs même prouve une riposte disproportionnée d'emblée. Absolument. Mais bon, En tout cas, ça c'est mon avis. Absolument. Oui. Merci beaucoup, Je vous en Maître prie. Chalabi, avocat, l'un des avocats du conducteur qui a été visé par une balle et qui est à ce jour encore grièvement blessé.